Cette vidéo présente la deuxième partie du cours sur l'art, donc grande 2, l'art a-t-il une utilité? Exceptionnellement, nous allons diviser ce grand C en plusieurs sous-parties. Donc, petit 1, l'art doit plaire. On a vu avec Aristote que ce qui plaît à l'homme dans l'art, c'est le fait qu'il soit une imitation. Et l'homme aime avoir une œuvre bien imitée. En ce sens, peu importe l'objet qu'on imite. L'essentiel, c'est qu'il soit ressemblant à la réalité. C'est ce qui explique pour Aristote qu'on peut aimer une œuvre représentant un objet laid. Ce qui est important, c'est que cet objet laid soit fidèlement représenté. On peut prendre pour exemple ce tableau de Théodore Géricault, intitulé Le chat mort, qui représente objectivement un objet laid puisqu'il s'agit d'un cadavre de chat. Néanmoins, cette représentation est très bien exécutée. Petit 2, l'art doit éduquer. Puisque l'art imite le monde des hommes, ne peut-il pas leur apporter des éléments pratiques pour évoluer dans ce monde? Justement, Platon introduit une sorte de clause dans ce qu'il avait dit précédemment. Finalement, il veut bien accepter des artistes dans la cité d'Athènes, mais attention, pas n'importe quel artiste, une catégorie bien précise. Il veut les artistes dont l'œuvre sert à éduquer le citoyen. On parle alors d'art édifiant. Un art édifiant, c'est un art qui donne des exemples de bons comportements moraux. Le tableau La justice et la vengeance divine poursuivant le crime de Proudhon est un très bon exemple d'art édifiant. Pourquoi? Vous voyez en bas du tableau un cadavre dénudé et sur la gauche un homme qui est en train de courir avec des vêtements dans la main. On devine que cet homme vient d'assassiner et de voler le cadavre. Mais au-dessus, on voit deux anges. Grâce au titre, on sait que ces deux anges sont la justice et la vengeance divine. Ce sont des représentations, des allégories de la justice et de la vengeance. Et donc, on peut interpréter le tableau en disant que, à partir du moment où on a commis un crime, pèsera toujours sur notre conscience quelque chose, symbolisé par le sentiment de justice et la vengeance qui va en permanence peser sur nos épaules. L'homme portera toujours le poids de son crime et n'en sera jamais libéré. Troisième utilité que peut avoir une œuvre d'art, elle peut être utile pour passer un message. En effet, très souvent, l'art a été employé comme moyen pour véhiculer des idées. Ces idées, ça peut être celles du pouvoir politique dominant. Dans ce cas, on parle d'art de propagande. J'imagine que vous avez vu de nombreux exemples en cours d'histoire. Mais ça peut aussi être un art au service des voix dissidentes, c'est-à-dire des opposants politiques ou du moins de ceux qui ne sont pas au pouvoir. Et justement, l'art est un moyen intéressant puisqu'il a notamment été utilisé pour contourner la censure, dans la mesure où il utilise des symboles et où il autorise plusieurs interprétations possibles, eh bien on ne peut pas directement attaquer, critiquer une œuvre d'art et la censurer. On peut toujours la lire au sens littéral. Et c'est précisément ce qui se passe avec une fable de Jean de La Fontaine, le rat qui s'est retiré du monde. Je vous laisse aller lire le texte de la fable. Mais pour résumer l'histoire, c'est un rat qui vit seul, isolé du monde, coupé du monde, dans une meule de fromage. Ce rat vit isolé parce qu'il se dit très pieux, il est très croyant. Et quand on frappe à sa porte pour lui demander de l'aide, eh bien, il refuse. Alors que lui a tout ce qu'il lui faut pour manger et pour vivre très confortablement. Alors lu au sens littéral, ce n'est qu'une histoire de rat. Mais comme vous le savez, les animaux ont toujours une symbolique dans les fables de La Fontaine. Et ici, le rat, c'est le symbole du clergé, le clergé qui se retire de la vie commune. Si vous pensez aux moines, par exemple, ils vivent séparés et ils sont censés faire vœu de pauvreté. Néanmoins, à l'époque de Jean de La Fontaine, le clergé est très riche et les moines, même s'ils vivent isolés, ils vivent plutôt très confortablement par rapport à la majorité de la population. C'est donc une réelle critique de l'Église que fait là Jean de La Fontaine,
critique qui aurait dû être censurée, mais il la contourne en utilisant une fable qui met en scène des animaux. Et enfin, petit 4, et si l'art n'a pas d'autre but que lui-même? On va voir ici la thèse d'Hannah Arendt, qu'on a déjà vue dans la partie sur la technique. Et Hannah Arendt, ce qu'elle nous dit sur l'art, c'est qu'elle s'oppose fermement à l'idée que l'art puisse servir à quelque chose, qu'il ait un but. Pour elle, les œuvres d'art doivent être mises à l'écart de notre monde quotidien, dans des musées par exemple. Pourquoi? Parce que la seule fonction de l'œuvre d'art, c'est d'être contemplée. Et elle dit que si une œuvre d'art est détournée, si elle est insérée dans notre vie quotidienne, alors elle perd tout son sens d'œuvre. Et si on y réfléchit, c'est exactement ce qui se passe avec ce tableau que vous voyez qui est La laitière du célèbre peintre flamand Vermeer. Aujourd'hui, il est quasiment impossible de voir ce tableau sans penser à la célèbre marque de yaourt. Donc, l'œuvre d'art a été complètement détournée de sa fonction première qui était d'être contemplée. Elle sert comme symbole d'une marque, comme publicité. Pour répondre à cette question, il faut d'abord clarifier le sens des repères objectifs-subjectifs. Comme d'habitude, je vous invite à aller compléter votre liste de repères. Alors, quel est le sens de objectif? Objectif, ça veut dire ce qui ne dépend pas de moi et qui est valable pour tous. Par exemple, si je dis de la Joconde, ce tableau représente une femme qui sourit. Tout le monde va être d'accord, ça ne dépend pas de moi que de voir la femme qui sourit. En revanche, subjectif, c'est ce qui dépend de moi, de ma façon de voir les choses. Par exemple, si je dis le sourire de la femme est crispé, ça c'est mon interprétation, ma façon de ressentir le tableau. Nous arrivons finalement à la transition. Nous avons vu que selon la position adoptée, l'art pouvait ou non être valorisé, avoir une utilité et des propriétés qui le rendent objectivement beau. Intéressons-nous maintenant à la production de l'œuvre. L'artiste est-il une personne qui maîtrise parfaitement les techniques de son art, autrement dit un virtuose, ou bien a-t-il un talent inné, ce qui ferait de lui un génie?